En février 2015, Dalen Pua, un jeune homme de 18 ans, rend visite à sa grand-mère Martha Bear à Waianae, à Hawaï. Une fois sur place, il lui mentionne qu'il prévoit de faire une randonnée dans le parc de la vallée de Moanalua le lendemain matin. Selon Martha, Dalen lui parle de son intention de grimper les Haiku Stairs, également connu localement sous le nom de Stairway to Heaven, l'escalier vers le paradis. Cet escalier légendaire comprend plus de 3900 marches qui montent le long de la montagne Koholau. Le Stairway to Heaven était autrefois une attraction touristique populaire, mais il a été officiellement fermé au public en 1980 en raison des conditions dangereuses de l'ascension. Malgré cela, au fil des décennies, de nombreux randonneurs intrépides ont continué à escalader l'escalier légendaire, attirés par le frisson du défi. Il n'est pas rare que la police et les pompiers doivent secourir ou arrêter des randonneurs égarés qui réalisent trop tard qu'ils ont sous-estimé la difficulté de l'ascension. Lorsque Dalen annonce son projet à sa grand-mère, celle-ci le met en garde en lui rappelant que c'est illégal et tente de l'en dissuader. Mais il est déterminé à escalader le Stairway to Heaven et refuse d'écouter les avertissements de sa grand-mère. La veille de la randonnée, il publie un message sur Facebook avec la légende « Stairway to Heaven, cette randonnée de folie demain, souhaitez-moi bonne chance ». Ses amis réagissent rapidement dans les commentaires pour lui rappeler qu'un récent glissement de terrain a endommagé une partie de l'escalier, rendant l'ascension encore plus dangereuse. Pourtant, dès le lendemain matin, Dalen prend un bus pour le parc de la vallée de Mauna Loa et commence son ascension. Il documente le début de son périple sur Facebook avec la légende « Et la randonnée commence ». Kala Haiku. Au début de la randonnée, il envoie quelques photos des montagnes à ses amis. Vers 11 heures du matin, il envoie une dernière image, après quoi il devient injoignable sur tous les canaux de communication. Ses amis tentent de le contacter, mais il devient rapidement évident que quelque chose a mal tourné pendant la randonnée. Le lendemain, Dalen est officiellement porté disparu. Une vaste opération de recherche est alors lancée, impliquant la police d'Honolulu, les pompiers, l'US Navy, plusieurs pilotes de drones et des bénévoles locaux. Dès le début des recherches, les autorités soupçonnent qu'il a réussi à grimper le Stairway to Heaven, mais qu'il a été incapable de redescendre en raison des conditions dangereuses. Le premier jour des recherches, de fortes pluies s'abattent sur Honolulu, rendant l'ascension presque impossible pour les secouristes. Après 4 jours de recherches intensives avec des chiens, des hélicoptères et des caméras infrarouges, l'opération est abandonnée. Cependant, ce même jour, 2 randonneurs explorant une crête voisine affirment avoir entendu quelqu'un crier à l'aide. Les pompiers décident alors de prolonger les recherches d'un jour supplémentaire. Mais le mardi 3 mars, après plusieurs jours d'enquête infructueuse, la recherche est définitivement suspendue. Malgré cela, la famille et les amis de Dalen poursuivent les recherches, diffusant ses photos partout et lançant une campagne GoFundMe qui récolte plus de 15 000 $. Les sceptiques estiment qu'il s'agit probablement d'une illusion d'optique causée par des feuilles et des branches, mais la police d'Honolulu juge cette image suffisamment intrigante pour lancer un appel à témoins. L'enquête prend alors une tournure criminelle. De nombreuses personnes commencent à croire que l'homme dans les buissons était un harceleur qui aurait repéré la publication de Dalen sur Facebook et l'aurait suivi jusqu'à la montagne pour l'attaquer. Sur Reddit, certains utilisateurs affirment reconnaître l'individu. L'un d'eux déclare qu'il s'agit d'un bon ami à lui et qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Dalen. Mais lorsqu'on lui demande comment il peut identifier son ami, alors que le visage de l'homme est à peine visible sur l'image, il ne répond pas. Aucune des affirmations concernant cette mystérieuse silhouette n'a pu être vérifiée. Presque 9 ans après sa disparition, le mystère autour de Dalen Pua reste entier. En 2021, le conseil municipal d'Honolulu vote à l'unanimité pour démanteler les escaliers, attribuant un contrat de démolition de 2,5 millions de $ à la société Nakoa Companies. Cette décision est controversée, mais jugée nécessaire. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais ce qui est réellement arrivé à Dalen Pua ce jour de février 2015, ni si l'homme sur sa dernière photo a joué un rôle dans sa disparition. Cette histoire se déroule à Sugar Land, une banlieue huppée de Houston au Texas,
est l'une des villes les plus sûres des États-Unis. Le 10 décembre 2003, Ken et Tricia Whitaker sont sortis dîner au Pappadeaux Seafood Kitchen pour célébrer la remise de diplôme de leur fils Thomas de l'Université d'État de Sam Houston. Ce soir-là, Thomas, ou Bart comme ses amis et sa famille l'appelaient, reçut en cadeau une montre Rolex d'une valeur de 4 000 $ de la part de ses parents. Pendant le dîner, la famille riait, parlait et se taquinait comme une famille heureuse, telle qu'on la voyait de l'extérieur. À un moment donné, Ken demanda à sa femme et à ses fils de se rassembler pour une photo. L'image montre Tricia et ses 2 fils, Kevin et Thomas, souriant pour la caméra. À première vue, tout semblait parfait. À 20 h, la famille Whitaker quitta le restaurant et rentra chez elle. Alors qu'ils montèrent les marches de leur maison, Bart resta en arrière pour récupérer quelque chose dans sa voiture, et son père l'attendit. Lorsque Kevin ouvrit la porte, un homme portant un masque de ski pointa une arme et ouvrit le feu sur la famille. En quelques secondes, Kevin, Tricia, Kent et Bart se retrouvèrent au sol, blessés par balles. Dès que les tirs retentirent, un voisin appela le 911, et bien que blessé, Bart fit de même alors que l'assaillant fuyait par la porte arrière. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les policiers trouvèrent Kevin, 19 ans, mort sur le sol. Tricia fut transportée en urgence à l'hôpital, mais ne survécut pas. Miraculeusement, Ken survécut à une blessure par balle à la poitrine tandis que Bart s'en sortit avec une simple blessure au bras. Initialement, les autorités qualifièrent le crime de cambriolage qui avait mal tourné. De manière suspecte, le prétendu cambrioleur laissa derrière lui l'arme utilisée pour le crime, mais l'empreinte de paume retrouvée sur l'arme n'apporta aucune information utile. Il fut révélé plus tard que l'arme avait été volée dans le coffre-fort des armes de la famille Whitaker, ce qui laissait entendre que l'auteur du crime connaissait bien la disposition de la maison avant d'y pénétrer. Les détectives sur l'affaire se rendirent vite compte qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage ordinaire, car aucune valeur n'avait été volée, et les tiroirs et placards de la famille semblaient avoir été soigneusement fouillés par quelqu'un qui avait pris soin de ne rien détruire. Le lendemain du meurtre, les détectives découvrirent que Bart cachait quelque chose à ses parents. Non seulement il n'avait pas obtenu son diplôme universitaire, mais il était en réalité étudiant en première année et en probation pour n'avoir pas assisté à ses cours, avec une moyenne de 1,4. Environ une semaine après l'incident, Kent et Bart se rendirent aux funérailles de Kevin et Trish, auxquelles assistaient plus de 1000 habitants de Sugarland, une ville jusque-là épargnée par un crime aussi brutal. Plusieurs officiers de la loi étaient présents aux funérailles, non pas pour pleurer les victimes, mais plutôt pour surveiller de près Bart Whitaker. La veille des funérailles, un ancien colocataire de Bart, nommé Adam Heap, se rendit au poste de police et fit une révélation choquante. Selon le rapport de police, Adam expliqua aux enquêteurs qu'en 2001, Bart lui avait parlé d'un plan élaboré pour tuer sa famille afin d'hériter de leur maison et d'environ $1 million d'assurance vie. Adam affirma que Bart lui avait même proposé une part de l'héritage si ce dernier acceptait de tuer sa famille en simulant un cambriolage qui avait mal tourné et de lui tirer dans le bras pour rendre l'histoire plus crédible. Plus Adam dévoilait de détails sur cette conversation effrayante, plus les policiers réalisaient que le plan de Bart correspondait étrangement aux événements de cette nuit fatidique de décembre 2003. Pendant l'interrogatoire d'Adam, les noms de 2 autres amis de Bart à l'université, Chris Brashear et Stephen Champagne, furent évoqués. Chris et Stephen travaillaient au même club de campagne que Bart, et lorsque les policiers testèrent leur ADN et envoyèrent des échantillons, ils trouvèrent une correspondance parfaite avec ceux retrouvés sur la scène du crime. Au fur et à mesure que les détectives se rapprochèrent des suspects, Bart comprit qu'il était dans une situation délicate. Une nuit, environ 7 mois après les meurtres, il dit à son père qu'il allait en boîte de nuit et ne revint jamais. Les autorités le recherchèrent partout, mais il sembla avoir disparu sans laisser de traces. Ne trouvant plus Bart, les policiers concentrèrent leurs efforts sur Chris et Stephen. Finalement, Stephen craqua sous la pression de l'interrogatoire et admit qu'il avait été le chauffeur de fuite la nuit du crime. Stephen conduisit même les policiers jusqu'à un sac qu'il avait jeté d'un pont dans le lac Tokenro, contenant des preuves accablantes
y compris des radios bidirectionnelles, des bouteilles d'eau et des munitions correspondant aux douilles retrouvées sur la scène du crime. Presque 2 ans après le meurtre, Stephen et Chris furent arrêtés, mais Bart restait introuvable. À l'insu de la police, Bart avait commencé une toute nouvelle vie au Mexique. Il avait un petit appartement, un travail dans un magasin de meubles, et même une petite amie. De manière inquiétante, il fut plus tard révélé que Bart avait menti à la famille de sa petite amie en racontant une histoire convaincante sur son passé, affirmant qu'il avait été blessé à l'épaule en servant en Afghanistan. 1 an et demi après les meurtres, un homme nommé Rudy Rios appela la police et avoua qu'1 an plus tôt, Bart lui avait payé $3 000 pour lui permettre d'assumer son identité et fuir au Mexique. En septembre 2005, Bart fut arrêté au Mexique, extradé et accusé du meurtre de sa mère et de son frère. Comme il fut plus tard découvert, Bart avait tenté de mettre son plan à exécution à plusieurs reprises, avec d'autres colocataires et amis, mais quelque chose semblait toujours se mettre en travers de son chemin. Dans une interview pour ABC News, Bart déclara que lorsqu'il planifiait les meurtres, il agissait sur pilote automatique, et qu'il était aussi proche de l'engourdissement qu'un être humain puisse l'être. Après le procès, Bart fut condamné à mort, une décision contre laquelle son père s'éleva pendant des années. Kent affirma que faire exécuter son fils ne ferait que faire de lui une victime à nouveau et qu'il avait déjà suffisamment souffert. En février 2018, à seulement 40 minutes de l'exécution programmée de Bart par injection létale, le gouverneur décida de lui épargner la vie. En 2024, Bart est toujours en prison, où il restera pour le reste de sa vie. Miraculeusement, Ken a pardonné à son fils et il s'est remarié et a même écrit un livre sur son expérience intitulé « Murder by Family », l'incroyable histoire vraie de la trahison d'un fils et du pardon d'un père. Pour beaucoup, l'aspect le plus terrifiant de cette affaire est le fait que, sur cette dernière photo de la famille apparemment heureuse réunie au dîner, Bart savait très bien que si tout se passait comme prévu, sa famille entière serait morte moins de 30 minutes plus tard. Reynaldo Dagsa était un conseiller municipal à Manille, aux Philippines, connu pour sa lutte contre la criminalité locale, en particulier l'activité des gangs, durant son mandat. Le soir du Nouvel An 2010, ce conseiller de 35 ans avait demandé à sa famille de le réveiller avant minuit afin de célébrer la nouvelle année avec eux. Peu avant minuit, la famille est sortie dans la rue pour participer aux festivités avec leurs voisins, allumant des pétards et comptant les secondes jusqu'à la nouvelle année. À un moment donné dans la soirée, Reynaldo a demandé à sa femme, sa belle-mère et sa fille de poser pour une photo à côté de leur voiture. Alors qu'il reculait pour prendre la photo, un homme portant une casquette de baseball s'est approché de la famille par l'arrière du véhicule. De manière choquante, au moment précis où Reynaldo a appuyé sur le bouton de son appareil photo, l'homme à la casquette a pointé une arme sur lui et a ouvert le feu, lui tirant une balle dans la poitrine avec un revolver de calibre 45 avant de prendre la fuite. Sous le bruit des feux d'artifice, la famille n'a pas entendu le coup de feu mais a vu Reynaldo s'effondrer sur la chaussée, du sang s'écoulant de sa poitrine. Lorsque la police est arrivée, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a malheureusement été déclaré mort. Cependant, grâce à la photo prise à l'instant du crime, servant de preuve irréfutable, une arrestation a eu lieu très rapidement. Le tueur a été immédiatement identifié comme étant Michael Gonzalez, et 2 de ses complices ont également été arrêtés dans les jours qui ont suivi. D'après la belle-mère de la victime, l'homme portant un débardeur sur la photo jouait le rôle d'éclaireur pour Michael et a lui aussi été arrêté. Il a été établi par la suite que le crime était probablement un acte de vengeance, car Reynaldo avait ordonné l'arrestation de Michael et de ses complices pour vol de voiture en 2010. Apparemment, ces criminels étaient en liberté sous caution cette nuit-là et avaient décidé de se venger avant d'être renvoyés en prison. Malheureusement, rien ne sera plus jamais pareil pour la famille de Reynaldo. Au moins, cette photo a permis d'identifier ses meurtriers et d'apporter un semblant de justice à ses proches. Maura Murray est née le 4 mai 1982 à Brockton, dans le Massachusetts, et était le cadet d'une famille de 7 enfants. Elle a grandi avec ses frères et sœurs à Hanson, une petite banlieue du Massachusetts. Dès son plus jeune âge, elle se distinguait par ses talents athlétiques et académiques,
participant à des compétitions scolaires de basketball, de course et d'autres sports. En tant que coureuse de fonds primés, Maura a terminé sa scolarité en tête de sa promotion au lycée Whitman Hanson, puis elle a décidé de se rendre à West Point pour suivre les traces de sa sœur aînée. Cependant, après 2 ans à West Point, elle a décidé de transférer à l'université du Massachusetts à Amherst, où elle a choisi d'étudier les sciences infirmières. En 2003, elle fit quelque chose de surprenant qui marqua tout le monde. En novembre de cette année-là, elle avoua avoir utilisé une carte de crédit volée pour commander des plats à emporter dans plusieurs restaurants différents. Bien que les accusations aient été abandonnées en raison de son bon comportement, cette fraude marqua le début d'une série d'incidents qui allaient changer sa vie à jamais. Une nuit, début février 2004, Maura travaillait à son emploi de sécurité sur le campus et décida d'appeler sa sœur Kathleen. Après avoir parlé de la relation tumultueuse de Kathleen avec son fiancé, Maura se mit à pleurer vers 22h30 tout en restant au travail. Lorsque son superviseur arriva à son bureau, Maura semblait totalement absente. Lorsqu'on lui demanda ce qui n'allait pas, elle répondit uniquement par ces mots. Pendant 13 ans, les détails de la conversation entre Maura et Kathleen restèrent un mystère. Mais en 2017, il fut révélé ce qui avait tant perturbé Maura. Ce soir-là, en 2004, Kathleen venait de sortir d'une clinique de rééducation pour alcoolisme et son fiancé l'avait emmenée dans un magasin d'alcool où elle avait malheureusement rechuté. Le 7 février 2004, le père de Maura se rendit à Amherst pour lui rendre visite. Après avoir fait du shopping pour une voiture et dîné avec une amie de Maura, il la déposa à son hôtel. Ce soir-là, elle emprunta sa voiture pour se rendre à une fête dans un dortoir du campus et, à 2h30 du matin le 8 février, elle perdit le contrôle de la voiture de son père et heurta une rambarde en revenant à l'hôtel. Bien qu'elle ait failli totaliser la voiture, aucun test de sobriété ne fut effectué ce soir-là. Elle passa la nuit à l'hôtel avec son père et, le matin suivant, elle repartit pour le Connecticut dans une voiture de location. Le lundi 9 février, Maura utilisa son ordinateur pour chercher des directions vers Burlington, Vermont. Elle envoya un message à son petit ami pour lui dire qu'elle l'aimait, et dans l'après-midi du 9 février, elle envoya un email à la faculté des sciences infirmières pour les informer qu'elle serait absente un moment en raison d'un décès dans sa famille. Mais il s'avéra qu'il n'y avait eu aucun décès dans sa famille. Ce même après-midi, elle envoya un autre message à son petit ami, lui promettant qu'ils se parleraient plus tard, et passa quelques coups de fil pour louer un appartement au Vermont. Vers 15h30, elle partit du campus dans sa berline Saturne noire, qu'elle avait remplie de vêtements, de livres scolaires et de produits de toilette. 10 minutes plus tard, elle retira environ $300 à un guichet automatique, et c'est à ce moment que cette image, prise par la caméra de sécurité de l'ATM, fut capturée. C'est la dernière image de Maura Murray. Après cela, elle acheta $40 d'alcool dans un magasin d'alcool à proximité et repartit en voiture d'Amherst. Un peu après 16h, elle vérifia sa messagerie vocale. C'est à ce moment-là qu'elle cessa d'utiliser son téléphone. Peu après 19h, un résident de Woodsville, dans le New Hampshire, appela les pompiers pour signaler un accident de voiture dans un virage serré de la route près de chez lui. Lors de l'appel au 911, il déclara avoir vu une lumière clignotante à l'intérieur de la voiture, probablement celle d'un téléphone portable. Quelques minutes plus tard, un conducteur de bus scolaire passa devant la voiture et vit une jeune femme marcher à côté. Elle ne semblait pas blessée, et lorsqu'il lui demanda si elle voulait qu'il appelle la police, elle répondit qu'elle avait déjà appelé AAA, l'American Automobile Association. Mais les relevés montrent qu'elle n'a jamais fait cet appel. À 19h43, le conducteur de bus appela les policiers malgré tout, et c'est là que les choses commencèrent à devenir étranges. Un autre résident de Woodsville, rentrant du travail, affirma avoir vu une voiture de police garée juste devant celle de Maura vers 19h37. Elle déclara qu'elle n'avait vu personne à l'intérieur de la voiture et continua son chemin. Étrangement, cette déclaration contredit le rapport du département de police, qui mentionne que les policiers sont arrivés sur les lieux vers 19h46. Un autre résident, rentrant chez lui ce soir-là, affirma avoir vu une femme correspondant à la description de Maura marcher rapidement sur le bord de la route, mais ne rapporta pas cela à la police.
ne sachant pas qu'elle était portée disparue avant plusieurs semaines. Le lendemain, une recherche fut lancée pour retrouver Maura, mais les enquêteurs ne trouvèrent aucune piste indiquant où elle avait pu aller. Au fur et à mesure que les autorités poursuivaient leurs recherches, Maura fut considérée comme possiblement suicidaire, et ses amis, son petit ami et les membres de sa famille, furent interrogés. Malheureusement, bien que Maura ait clairement montré l'intention de se rendre au Vermont, l'affaire ne fut traitée que par les autorités de l'État du Massachusetts pendant 10 jours après sa disparition, avant que le FBI ne prenne le relais. Mais à ce moment-là, il était trop tard, et Maura semblait avoir disparu dans la nature. Au cours de l'enquête, plusieurs théories sur la disparition de Maura commencèrent à émerger. Bien que la police ait d'abord affirmé qu'elle avait été suicidaire, les preuves retrouvées dans sa voiture semblaient indiquer d'autres hypothèses. Il semblait peu probable qu'une personne déterminée à se suicider s'embarrasserait à emballer du dentifrice et du démaquillant dans son véhicule. Il est également possible qu'elle ait été tellement terrifiée à l'idée d'avoir de graves ennuis juridiques si elle était retrouvée ivre sur les lieux de l'accident, surtout après les récentes accusations de fraude à la carte de crédit, qu'elle ait fugué au Canada en autostop. Cela l'aurait également libérée du drame personnel qui se déroulait chez elle. Mais il est pratiquement impossible de confirmer une telle théorie. Après la disparition, le père de Maura affirma qu'elle avait été enlevée par un kidnappeur local, tandis que plusieurs membres du public commencèrent à accuser le conducteur du bus scolaire qui n'était pas resté avec Maura jusqu'à l'arrivée de l'aide. De manière suspecte, ce même conducteur de bus déménagea en Floride avec sa femme quelques mois après l'incident. Cependant, malgré le nombre de théories qui ont émergé au cours des 20 dernières années, les autorités n'ont pas fait de percée significative dans l'affaire, et il est probable que nous ne saurons jamais ce qui est arrivé à Maura.